Bienvenue dans la saison 1 de Spiritualité et Thérapie, le podcast. Je m'appelle Sandrine Goss, j'exerce en tant que thérapeute. Face à la multitude de concepts spirituels et de thérapie possibles, j'ai décidé d'aller rencontrer d'autres professionnels pour mieux comprendre ce monde du bien-être. Discussion, réflexion, partage d'informations et d'expériences, ce podcast a pour seul objectif de mettre toujours plus de conscience sur votre chemin et de vous aider à faire des choix plus éclairés au quotidien. Bonjour, aujourd'hui dans Spiritualité et Thérapie, le podcast, nous entamons le 3e et dernier volet de notre échange avec Catherine Tanguy, accompagnante et animatrice spécialisée dans les rêves. Le rêve est à notre service. Je crois que les deux couleurs du rêve, s'il fallait donner au rêve deux couleurs, je choisirais, parce que ce sont celles que j'ai souvent vues aussi, le noir bien sûr, puisque c'est l'image des profondeurs que l'on va sonder, et le jaune qui est la couleur de la lumière, associée bien sûr au soleil, à la vie, à tout ce qui nous réchauffe, mais aussi à la conscience. C'est pouvoir descendre dans nos profondeurs avec cette lumière qui nous accompagne et qui permet justement de comprendre que les ombres, on les voyait à peine, on pouvait imaginer autour de nous, dans cette noirceur, des monstres absolus, ne sont pas des monstres, mais que ce sont des parts de nous-mêmes qui sont restées blessées et qui demandent à être apaisées. Qu'est-ce que tu mets derrière le mot monstre ou pas monstre justement ? Qu'est-ce que c'est cette zone d'ombre qu'on ne veut pas aller voir et qui nous fait si peur ? En fait, si on se voit comme un être plein de colère et prêt à toutes les violences en fait pour se faire sa place, parce que c'est souvent ça, effectivement c'est quelqu'un de monstrueux. On n'a pas du tout envie d'être cette personne-là, d'autant que non seulement on n'a pas du tout envie, mais on n'est pas cette personne-là. On sait que c'est quelque chose qui ne nous correspond pas. Donc voir cette image de violence, c'est quelque chose qui nous fait peur. On entend bien que dans le rêve, il y a zéro filtre, finalement. Voilà. On s'autorise à faire tout un tas de choses. Est-ce que ça peut être notre enfant intérieur qui s'exprime avec toutes les frustrations qu'il peut vivre ou les blessures qu'il peut avoir, et donc c'est peut-être à lui qu'il faut aller parler à travers l'analyse qu'on peut faire. Je reprends quand même ton idée de zéro filtre, parce que c'est pas tout à fait vrai. D'accord. En fait, on n'a pas zéro filtre. Je me souviens par exemple d'un rêve où j'étais dans une chambre et il y avait un homme qui était là sur le lit, et c'était un homme magnifique, un très bel homme, mais vraiment très bon, voilà, bref, il était magnifique et ma foi, j'étais très attirée et sauf que je pense que le filtre est intervenu. J'ai dû avoir, j'imagine, dans la conscience, mais attends, t'es mariée, t'aimes ton mari, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas pas le tromper avec un homme, il a beau être beau, c'est quand même pas, c'est pas normal. Et à ce moment-là, j'ai entendu dans mon rêve ma fille dans la pièce à côté, et puis je me suis rendu compte qu'en fait j'avais une vieille chemise de nuit qui était complètement informe, que j'étais pas épilée, enfin j'étais vraiment du tout, pas du tout dans la situation idyllique du début de la scène. Donc en fait mon filtre, ma mauvaise conscience, là c'est conscience au sens classique de mauvaise conscience, mon filtre est arrivé pour dire tu vas pas vers là, ça c'est quelque chose qui se fait pas. Donc c'est parfois la conscience arrive dans le rêve pour modifier le scénario, pour que ça soit moins gênant justement. Donc ça c'est quelque chose aussi qu'il faut apprendre à faire tomber. Voilà. Alors du coup, je reviens à l'autre question. À l'enfant intérieur. Voilà, à l'enfant intérieur. Oui, en fait, le rêve est le lieu de vie de l'enfant intérieur. De l'enfant au sens d'élan de vie. Et c'est aussi, à mon avis, ce pourquoi les scènes sexuelles reviennent aussi souvent dans le rêve,
c'est que la sexualité a à voir avec la naissance de la vie, l'apparition, avec cette énergie qui nous pousse à être en vie. Et cet enfant intérieur, il est là, c'est le lieu dans lequel il vit, et c'est à lui qu'on va se relier dans nos rêves pour retrouver l'élan qui nous manque. Donc en fait, le rêve sert à... Enfin, si on va thérapeutiser le rêve, ou on utilise le rêve comme une thérapie, c'est finalement aller essayer de guérir ses blessures intérieures. Ouais. C'est ça finalement, et c'est là mettre de la lumière sur les zones d'ombre. C'est aller voir et regarder ses blessures et essayer de les apaiser. Voilà, c'est ça. D'accord. Et en fait, c'est remonter à l'origine, parce que très souvent, on a mis des choses par-dessus pour justement éviter de continuer à souffrir. Et donc, on ne sait plus d'où ça vient. Et on est pris par les manifestations. La maladie, c'est aussi ça. On a essayé d'aller coûte que coûte de l'avant sans régler tout ce qui avait besoin de l'être. Et donc le rêve nous permet de remonter à l'origine, et l'origine, elle est toujours en germe. Ouais. Il y a à l'intérieur, il n'y a pas de saison. Ça continue à pousser tout le temps. Alors, il y a deux questions qui me viennent. Tu parlais tout à l'heure de faire que la conscience venait toujours quand même en garde-fou finalement. Est-ce que c'est la conscience ou est-ce que c'est le mental? Parce que moi je m'interroge en t'écoutant de connaître la place du mental dans le rêve, au moment du rêve. Je m'explique. Alors je parle de moi parce que je pense que ça peut résonner pour d'autres personnes aussi. Je fais régulièrement des rêves où je tourne en boucle. Et je me réveille, je suis plus fatiguée que quand je me suis couchée parce que j'ai eu en boucle ce message, et je sais que c'est une question de mental en fait. C'est le mental qui a pédalé pendant toute la nuit en fait, et je suis restée bloquée comme si on rentrait dans un mur. Du coup je m'interroge sur la place du mental dans l'ensemble des rêves. Comment tu vois les choses? Quand tu parles de quelque chose qui tourne en boucle, c'est la même information qui revient comme un disque rayé, mais qui revient parce que tu n'arrives pas à aller au-delà, ou bien parce que tu as besoin de mémoriser cette information, comme si tu voulais pas la rater. Je saurais pas te dire là, j'aurais pas d'exemple. Non, pour moi, ça va être un rêve du hamster dans sa cage, en fait. C'est pas qu'il veut en sortir ou pas en sortir. J'ai pas d'exemple là concret qui me viennent, mais c'est comme si je me disais, faut que je mette de l'essence dans la voiture. Oui, mais il y a plus d'essence. Ah, mais il faut que je mette de l'essence dans la voiture. Oui, mais il y a plus d'essence. Voilà, c'est une image, c'est pas du tout mon rêve. Mais voilà, et je vais passer ma nuit sur ça. Je vais me réveiller avec ça, et je sais que ça me fait mal à la tête tellement ça a été... Je peux comprendre. C'est toute la nuit, 3 heures de rang à mettre de l'essence dans une voiture quand il n'y a plus d'essence. C'est très très frustrant. Et j'ai vraiment cette sensation que c'est mon mental qui a été en boucle en fait. Peut-être parce que dans ma journée, il a été en boucle et qu'à un moment donné, j'ai pas fait la coupure. Peut-être qu'il s'est pas suffisamment exprimé dans la journée, je ne sais pas. Mais du coup, je m'interroge sur cette part du mental dans le rêve. En fait, c'est un tableau de la manière dont fonctionne ton mental qui reste bloqué sur quelque chose. Et en fait, si ça se répète si souvent, c'est que justement, ça a besoin de sortir, de s'exprimer et d'évoluer. Mais il faut pouvoir trouver un espace dans la vie diurne où tu vas pouvoir justement sortir de ce disque rayé qui te scie la tête, quoi. Oui, puisque ça t'empêche... t'as dormi finalement, mais tu te réveilles plus vraiment fatigué. Parce que t'as l'impression de ne pas avoir eu ce repos mental. Oui, mais en fait, c'est... pour moi, c'est l'idée que le mental, en fait, c'est un tableau du fonctionnement de ton mental. Mais c'est une information que vient te donner malgré tout le rêve. Et il te dit, regarde dans quoi t'es embringué là, enfin, t'es coincé là-dedans, tu t'arrives même pas de reposer, enfin, regarde,
tu tournes en rond là. Sors de là. D'accord, donc finalement, si on extrapole, ça voudrait dire que le fait d'être en boucle sur un sujet, quel que soit le sujet finalement, c'est plutôt une représentation d'être en boucle dans son quotidien sur quelque chose où on voit pas d'issue, c'est ça? D'où l'intérêt du recul? Ouais, alors quelque chose de son quotidien ou quelque chose de plus vaste que ça, parce que en fait, quand on commence à tenir un cahier de rêve, c'est vrai que on peut le tenir au jour le jour, et évidemment quand on note le rêve, on est plongé dans une situation particulière et on va penser que le rêve vient éclairer cette situation. Parfois c'est le cas, hein, c'est même assez souvent le cas, mais parfois en fait le rêve il vient éclairer une situation qui est beaucoup plus globale, qui est qui correspond vraiment à une étape de notre évolution dans l'existence. Donc c'est peut-être effectivement un moment de ta vie diurne, de quelque chose dans ton quotidien, mais peut-être aussi dans l'ensemble de ton histoire. D'accord. Et dans l'idée en fait de l'ensemble de l'histoire, justement, ça me fait le point avec ma deuxième question. En partant du postulat que la vie antérieure existe, à quel moment dans le rêve on peut, parce que tu parlais au début de l'interview que finalement le rêve n'avait pas de temporalité, est-ce que c'est possible d'aller rêver d'une vie antérieure qui viendrait peut-être amener des éléments sur ce qui se passe aujourd'hui? J'en suis persuadée. J'en suis persuadée. Après, chacun a une expérience différente du rêve et de la réalité aussi, hein, tout simplement. J'avoue que l'existence intérieure, j'ai pas l'impression d'y avoir été, alors pas confrontée, mais enfin bon, bref, de l'avoir vue en rêve. En fait, j'ai déjà tellement à faire avec cette vie-ci, avec cette vie-ci dans laquelle viennent résonner des choses qui correspondent aux générations au-dessus de moi, celles de mes parents, celles de mes grands-parents, celles de mes arrière-grands-parents. Et moi, je ne vais pas encore au-delà. Je n'ai pas réussi à aller... Enfin, je ne vais pas chercher non plus, je prends ce qui vient de toute façon. Mais déjà... j'accède en fait à quelque chose que je ne peux pas retrouver par la mémoire consciente. J'accède à des émotions qui ont été celles de mes parents ou de mes grands-parents. Et donc, ça répond déjà en quelque sorte à cette idée qu'on peut aller... dans un passé qui va au-delà de notre existence. Parce que les émotions de mes grands-parents, moi j'étais jeune quand ils sont décédés, donc je ne les connais pas. Et puis j'ai accédé aussi, par exemple, à des émotions liées à une arrière-grand-mère que je n'ai jamais vue. Mais donc voilà, j'ai pu accéder par là à quelque chose que je n'ai pas vécu. Et donc là, on voit bien que tu parles de lignée finalement. Jusqu'à maintenant, on était centré sur le fait que le rêve, il est pour soi. Et donc, on voit bien que dans ton explication, il sert aussi une lignée. Est-ce que on peut rêver pour les autres? Alors, même chose, j'en suis persuadée. Alors d'abord, on peut rêver, il y a deux sens à ça. C'est-à-dire qu'on peut rêver pour les autres, on peut rêver pour ses proches. Pour les personnes qui vraiment nous sont très proches, ça c'est possible. J'imagine qu'on peut aussi rêver pour des personnes qui sont plus éloignées. Pour l'instant, moi, je l'ai pas vécu. Je ne connais que des rêves pour des personnes qui font partie de mes connaissances. Mais rêver pour ses proches qui sont nos contemporains, oui, mais aussi rêver pour nos morts. Oui, on rêve pour nos morts. D'accord. Et si tu veux développer, ça m'intéresse. Je ne suis pas la seule. En fait,
je reviens à cette idée de mémoire. En fait, la mémoire de nos morts, elle est présente en nous, hein, de toute façon, ne serait-ce que parce qu'on est leur héritier au moins physiquement et aussi psychiquement. Et ça, ce sont des héritages qui sont difficiles à vérifier, à calculer en quelque sorte, mais oui, bien sûr qu'on hérite de ceux qui ont été là avant nous. Et on peut, dans nos rêves, guérir des mémoires qui leur appartiennent et donc permettre à certaines, à des émotions qui n'avaient pas été apaisées, parce que c'est souvent ça, des émotions qui étaient des émotions très dures, qui n'ont pas pu se dire, très dures ou bien inacceptables. Et ces émotions-là, en fait, empêchent les morts de reposer en paix. Et du coup, quand on accède à cette mémoire-là par le rêve, on peut apaiser cette mémoire. Alors, tu parles de mémoire, est-ce que... parce que ça interpelle, on se demande est-ce que si je vais dormir, est-ce que je peux communiquer avec les défunts de ma lignée? Tu l'as dit à demi-mot tout à l'heure, où tu avais un ancêtre qui était venu te transmettre un message, mais est-ce que ça peut vraiment être une communication comme d'autres le feraient dans la vie diurne? Alors, la communication... Oui, alors je pense qu'il y a une communication. Quelque chose de très simple, hein, c'est que on voit dans nos rêves nos morts, ils sont là physiquement, on les reconnaît. Ils sont parfois dans... Enfin, je pense à ça parce que par exemple, mes parents ont fini leur vie chacun dans un fauteuil roulant. Mais dans mes rêves, ils sont debout. Ils sont debout, ils sont là, ils n'ont pas l'âge qu'ils avaient au moment où ils sont morts. Et parfois, je les revois d'ailleurs beaucoup plus jeunes, même à un âge où consciemment, je ne m'en souviens pas, mais je les vois très jeunes. Donc, si on peut voir nos morts comme s'ils étaient vivants, ben oui, pourquoi pas communiquer avec eux, oui. Bien sûr. On peut imaginer qu'un mort vienne dire qu'il va bien finalement, sans forcément... Alors ça peut être thérapeutique, puisque ça peut soulager la personne, mais sans forcément qu'il y ait une symbolique, comme on a vu tout à l'heure, juste un message qui passe. Oui, bien sûr. Oui. Et en fait, il ne va pas forcément nous dire bah, t'inquiète pas, je vais bien, même s'il peut le faire, hein, mais ça peut se voir sous une forme particulière. On peut le voir sourire, on peut le voir heureux, et ça suffit à comprendre qu'il va bien. Alors justement, tout ça, ça pose question sur comment ça fonctionne un rêve. Parce que on a parlé d'inconscient, on a parlé d'enfant intérieur qui s'exprime, mais maintenant on est sur le fait de pouvoir communiquer avec sa lignée. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau au moment où on rêve pour qu'on puisse être finalement sur cette dimension d'échange ou avec une lignée ou avec son enfant intérieur? Alors j'entends ta question, mais je serais incapable d'y répondre. Ce qui se passe dans le cerveau, je n'en sais rien. Alors c'est vrai que les neurosciences essayent de plus en plus de se pencher sur ce genre de phénomène. Personnellement, je pense que c'est intéressant de voir que des gens vérifient que les choses existent, mais il n'y a pas besoin d'être scientifique pour être sûr que certaines choses existent, même si on ne les voit pas. Et pour ceux qui ont participé à des constellations, c'est vrai que c'est quelque chose qui se passe complètement d'explication. On arrive pour une constellation, quelqu'un vous demande de représenter une personne, vous n'avez jamais participé à ça, vous ne savez pas du tout comment ça fonctionne, il vous place à un endroit, et puis la personne qui anime la constellation laisse un temps que les choses se placent, et puis elle vient vous interroger,
et elle vous demande comment ça va pour vous, ce que vous ressentez. Et vous vous retrouvez à dire, oh, moi j'ai froid, je sais pas pourquoi, mais j'ai froid, là je suis pas bien comme ça, il faut que je m'assoie. Enfin... Et ça, ce sont des choses tout simplement qu'on perçoit, et on ne sait pas pourquoi on les perçoit, mais c'est juste quelque chose qui se vit dans... Je sais pas, alors ça se vit dans le corps déjà, dans une constellation, mais d'où ça vient, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup on a accès à des informations qui nous sont là totalement inconnues, puisque on représente une personne qu'on ne connaît absolument pas, dont on ne connaît pas l'histoire du tout, et on a accès à ce genre d'informations. D'où ça vient, il faut laisser, je crois, la part un peu de magie, croire que la magie, enfin, il n'y a pas besoin de croire, mais enfin, tout simplement vérifier que la magie existe. Hein. Ouais. Finalement, c'est expérimenter, Voilà. sans forcément chercher à expliquer. À partir du moment où on se sent mieux, est-ce que ça peut pas suffire? C'est ça, expérimenter. Expérimenter, c'est vraiment le maître mot. On est là d'ailleurs pour ça. Exactement. Ouais. Une question qui pourrait être intéressante, on a parlé du moment où on se réveille, où on note nos rêves. Est-ce qu'il y a des conditions préalables à l'endormissement qui favorisent le rêve? Alors, des conditions préalables. Alors, c'est vrai qu'on entend souvent des personnes qui cherchent des informations dans le rêve et qui vont, avant de s'endormir, dire « Ah, je voudrais bien avoir des informations là-dessus ». Et je ne sais pas si les informations arrivent, mais déjà être persuadé que le rêve peut nous apporter des informations. Être conscient que c'est un lieu où il y a beaucoup de choses possibles et non pas une vague rêverie qu'on balaye d'un geste de la main en disant « Oh, pouf !» Ça, ce sont des rêves. Déjà, si on est persuadé que quelque chose peut se passer dans le rêve, c'est la première condition. Le fait de, par exemple, de moins manger, ou manger plus ou moins avant d'aller dormir, le fait de se doucher avant d'aller dormir, est-ce qu'il y a des lieux qui sont favorisants? Ça, tu l'expérimentes pas? Ça, je pense que c'est à chacun de le vivre, parce que chacun a ses habitudes, ses zones de confort, les endroits dans lesquels il se sent bien, en sécurité. Mais c'est pas parce qu'on est dans un endroit dans lequel on n'est pas en sécurité qu'on ne va pas rêver et que le rêve ne va pas être intéressant. Il n'y a pas de... Ça serait pratique s'il y avait des conditions en se disant, bon tiens voilà, j'applique un protocole et dans la mesure où j'applique un protocole, je vais recevoir l'information. Non. Non, même si ça pourrait être rassurant. Mais oui, bien sûr que ça pourrait être rassurant et puis ça serait très pratique, mais de la même manière que le rêve n'est pas un univers scientifique, les conditions d'y accéder ne le sont pas non plus. D'accord. Alors, je pense que c'est un sujet sans fin, on pourrait rester des heures et des heures à discuter autour de cette thématique. Est-ce que toi, là, aujourd'hui, il y a un message, une information que tu souhaites vraiment transmettre autour du rêve? L'information, ça serait vraiment justement de pas passer à côté. C'est quand même tellement dommage de voir cet univers-là qui nous est offert et qu'il est là à portée, qu'on peut y avoir accès pour peu qu'on y prête l'oreille et qu'on passe complètement à côté. C'est tellement dommage. Donc oui, le message il serait là, c'est peut-être que ça fait un peu peur et c'est comme tout ce qu'on ne connaît pas. On ne sait pas ce qu'on va découvrir, mais si on s'arrête à ce qu'on connaît, on ne sort pas de chez soi. Et on ne découvre pas tout l'univers autour. Et on s'auto-limite. Donc voilà, arrêtez de... Faites tomber les barreaux, quoi. Les barreaux, c'est vous qui les mettez. Hein. Donc faites tomber les barreaux et allez voir vers le rêve. Alors d'autant que c'est quand même... Alors c'est un univers fascinant qui peut être effectivement très trouble,
mais qui est aussi un univers qui a une créativité impressionnante. Oui. Et moi, je suis souvent sidérée par le scénario de mes rêves, alors que je ne sais pas du tout mon fonctionnement dans la vie réelle. Et je me dis, waouh, mais génial, super, je vais pouvoir utiliser ça. Enfin bon, voilà. Donc il y a une part créative qui est quand même très intéressante. Et puis le rêve, des fois, est très très drôle. Hein. Et il y a de l'humour aussi dans les rêves. Des fois, il y a des choses vraiment tordantes. Des fois, je raconte ça comme des blagues. Et ce sont des blagues hein, pour certains. Donc on a vu alors qu'on peut être autonome finalement dans l'analyse de ses rêves, à partir du moment où on commence à les noter et on a bien compris qu'il fallait partir de l'image marquante et dérouler le fil. Pour autant, on peut être aussi vite limité dans notre analyse par manque de recul, parce que c'est pas toujours évident d'avoir du recul sur sa propre histoire. Si on a besoin d'échanger et de se faire accompagner, on peut venir vers toi. Exactement. Oui, c'est sûr que le but ultime, c'est que chacun puisse s'emparer de ses rêves et puis avancer avec eux et grâce à eux. C'est le but, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Et c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre au début. Donc c'est là où moi je peux jouer un rôle intéressant. Et alors, donc venir me trouver, bien sûr, et puis aussi bénéficier justement de la bienveillance du groupe, de l'émulation du groupe, et tout ça, oui, c'est quelque chose qu'il est important de traverser, je pense, enfin traverser, c'est pas traverser, hein, c'est tout simplement pouvoir le vivre parce que ça fait du bien aussi. Et ça va être, si on veut te contacter, on donnera les éléments pour ton site, pour que les gens puissent aller regarder. Le fait d'être dans un groupe, c'est quelque chose qu'il faut faire de manière récurrente, ou si on vient une fois, ça peut suffire? Ça dépend évidemment de l'histoire de chacun, où chacun en est, parce que parfois on est déjà habitué à travailler avec ses rêves, mais il y en a un qui bloque, donc c'est intéressant à ce moment-là de venir de manière ponctuelle. Par contre, il est quand même beaucoup plus intéressant à mon avis de venir régulièrement, parce que en fait voir à travers l'expérience des autres la largeur, en fait, la dimension du rêve, voir que les autres rêvent comme ça, c'est se dire ah mais si eux le font, moi aussi je peux le faire. Et ça ouvre, ça. Les possibles. Ouais, voilà, ça ouvre des possibles. Non seulement il y a ce phénomène d'écho entre parfois le rêve d'une personne et puis le nôtre. Et puis il y a l'effet révélateur aussi. Et puis il y a aussi cette ouverture sur les possibles. D'accord. Et alors l'idée du groupe, on peut l'imaginer en présentiel. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire de manière virtuelle aussi? Je pense à des personnes qui habiteraient peut-être pas en local. Si elles veulent te contacter et faire partie d'un groupe, comment ça fonctionne? Tu favorises le présentiel? Oui, je favorise le présentiel. D'accord. Alors, sans doute que c'est possible autrement, mais j'avoue que moi j'ai besoin de sentir la personne en face de moi, besoin de la voir physiquement, de voir tout ce qui s'exprime aussi à travers ses gestes, à travers son comportement, parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas et c'est très important de pouvoir les percevoir à travers la dimension physique et non pas l'écran. Et du coup, si on veut venir en présentiel, est-ce qu'on vient sur Brest, ou est-ce que toi, si par exemple des gens ont 5 ou 6 personnes qui aimeraient travailler, tu peux te déplacer et les rejoindre sur un groupe? Comment ça fonctionne? Oui. Ça, c'est quelque chose de tout à fait possible. C'est vrai que ça peut se passer donc sur Brest, là où je suis installée, mais je peux aussi me déplacer. C'est le même principe que les constellations en fait. D'accord. On peut très bien imaginer, puis en plus on n'a pas besoin d'un cadre très grand, une pièce suffit, on n'a pas besoin d'être en mouvement, donc
ça peut se passer n'importe où, oui. Oui, d'accord. Bah, ça peut rassurer des personnes qui seraient intéressées par avoir ton regard et qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Mais toi, tu peux, à partir du moment où il y a suffisamment de personnes pour constituer un groupe c'est ça. En face. Quoi. Ouais. D'accord. Ouais. Parfait. Une dernière question que je pose aux personnes qui me font l'honneur de me rencontrer dans ce cadre-là du podcast, à date, bien sûr. Quelle est ta plus grande prise de conscience ? Ma plus grande prise de conscience, je sais pas, peut-être la richesse de la vie, enfin je sais pas comment dire ça précisément, mais si je parle, tout à l'heure je parlais de ma maladie qui m'a amenée à bifurquer. C'est vraiment cette idée de bifurcation, de voir un Y, une fourche se présenter devant moi et de ne pas choisir une voie mais de choisir une autre. Moi j'avais l'impression qu'en fait il n'y avait pas le choix, on faisait les choses parce que c'était comme ça qu'il fallait faire. Et en fait je me suis rendu compte que si, on avait le choix, et le choix de choisir la vie plutôt que la mécanique, plutôt que le fonctionnement. Et si, voilà, c'est ça, je pense. Parfait, très bien. Merci beaucoup. Et bien, merci à toi. Merci pour cet échange. J'invite les personnes qui nous ont écoutés à poser des questions en dessous de la vidéo ou de l'audio, de manière à ce que, avec les questionnements que vous pourriez avoir, on puisse éventuellement refaire des séries de podcasts qui répondraient à ces questions-là pour permettre d'éclaircir et d'avancer sur le chemin du rêve. Merci beaucoup Catherine. Merci Sandrine. Si vous souhaitez vous faire accompagner par Catherine Tanguy, vous retrouverez le lien vers son site internet pour pouvoir la contacter dans la description de ce podcast.